le travail paye, mais qu'il faut un peu de talent aussi et qu'il faut trouver les choses peut-être pour lesquelles on est talentueux. Elon est avec son fils, le petit X. Est-ce que tu pourrais voir avec l'Élysée si ça les dérange que X et la nounou soient dans la même salle pendant la réunion avec le président? Il n'y a pas de raison qu'une IA ne puisse pas mieux écouter que moi le patient si je l'entraîne bien. La claque, elle est très utile. Et je pense qu'il faut la prendre relativement jeune. Et ça, c'est une vision plus générale, c'est que peut-être aujourd'hui, on surprotège un peu les gens. Ils prennent finalement leur première claque de la vie un peu tard, à un âge où ils sont moins plastiques et moins capables de l'encaisser et de repartir. Bienvenue dans Yes ou No, là où une syllabe peut réécrire une histoire, la tienne, celle de ton entourage, celle d'un secteur, parfois même celle de tout un pays, comme on peut le voir avec nos invités successifs. Sur ce podcast, on explore ces moments où une décision, dire yes ou no, peut tout changer. Ici, on est précis, on dit toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous êtes prêts? Baptiste, Jean-Baptiste et Cédric. Et je vais reprendre, allez. Putain, tu vois. Sinon, ça va très bien. Bienvenue dans Yes ou No, ici... Putain. Bienvenue dans Yes ou No, là où une syllabe peut tout changer, peut réécrire une histoire, la tienne, celle de ton entourage, celle d'écosystèmes entiers, voire d'un pays, comme on pourra le voir avec nos différents invités successifs. Sur ce podcast, on explore ces moments où une décision, dire oui ou non, peut tout changer. On est précis, pas de blabla, on dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous êtes prêts, Jean-Baptiste, Cédric? Oui. Oui. Alors, vous êtes deux, c'est un peu particulier. Je prends mon petit accessoire pour d'abord vous présenter et avant d'enchaîner sur les questions. Parce qu'aujourd'hui, je reçois donc deux hommes que tout oppose et que rien, absolument rien, ne destinait à travailler ensemble. D'un côté, Jean-Baptiste Pernet, enfant éclaté entre Roscoff et Cannes, judoka ayant combattu David Douillet, rien que ça, universitaire passé par l'INSERM, l'ENS, la biophysique, urgentiste chez SOS Médecins, témoin d'épisodes de vie qui forgent un homme. De l'autre côté, Cédric Thomas, les grandes études, Louis le Grand, les mines de Paris, de la politique, la COP21, Enedis, Shell, Tesla, 4 rencontres avec Elon Musk, des crises à gérer, des auditions, des négociations, des combats institutionnels, 2 trajectoires parallèles, jusqu'à ce qu'un épisode un peu fou lié à une séparation familiale les amène à se rencontrer, les rapproche et déclenche une collaboration très improbable. De cette collision naît Essentia, un projet qui pourrait changer la façon dont le monde pose un diagnostic médical. Jean-Baptiste et Cédric, ça va, je ne déforme rien? Oh, c'est bon, tout est dit. Combattre David Douillet, c'est un bien grand mot. J'ai fait une démo avec lui. Je ne sais pas si on peut parler de combat à ce niveau-là, mais oui. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas. Non, ce fut bref. Alors, je vais commencer par Jean-Baptiste, par toi. Tu grandis entre deux univers opposés, la Bretagne brute et la Côte d'Azur chic. C'est là que tu apprends à lire les gens sans préjugés? Oui, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai grandi dans l'Est parisien. Moi, j'étais à Nogent-sur-Marne, à Albert-de-Meun. Et mon père venait d'une famille plutôt aisée, de la bourgeoisie parisienne. Et donc, mes grands-parents paternels étaient à Cannes. Et en revanche, ma mère venait plutôt d'une famille bretonne et normande. Et donc, mes grands-parents maternels avaient une petite maison à Roscoff, toute petite. Et c'est vrai que les étés, je passais un mois chez les uns et un mois chez les autres. Et donc, j'alternais, en fait, à Roscoff, où j'allais pêcher avec mon grand-père, où on allait jouer à la pétanque, où c'était très, très simple, en fait. Et puis, des gens qui venaient de la terre. Et puis, Cannes, où là, pour le coup, mes grands-parents ayant un peu de moyens, j'avais quelques copains qui avaient bateaux et autres accessoires de luxe. Et ce que j'en ai retenu, c'est que les gens sont à peu près pareils partout. Et avec des codes différents, des habitus différents, des manières finalement de se comporter différentes, mais pas de différence fondamentale dans qui ils sont, ce qui les fait. Et puis, et ça m'a permis finalement d'avoir tout le spectre, et je pense d'apprendre à aimer tout le monde finalement, à voir le beau dans les gens qui étaient différents de moi.
Alors, tu as fait aussi du sport à haut niveau, ça va peut-être dans ce sens-là. Quand tu es jeune, c'est le judo, tu atteins un très très haut niveau, puis arrive une double fracture du coude, je crois. Est-ce que c'est la première leçon de vie qui te montre que finalement les efforts ou le travail ne garantit pas tout? Alors, c'est une leçon de vie, c'est certain. Alors oui, moi, je marchais bien, donc j'ai fait tous les sports possibles quand j'étais gamin. Mes parents m'ont inscrit alors au karaté, au taekwondo, à la natation, à l'athlétisme, enfin tout. Tous les soirs, j'en prenais 2 heures, ce qui leur permettait, eux, de se reposer un petit peu, parce que j'étais un petit peu tonique. Et puis, ça s'est accutinisé autour du golf et du judo, qui étaient les sports pour lesquels j'étais le plus doué. Et donc, de mémoire, ma mère, comme je suis fils unique, elle est un peu protectrice, elle m'avait dit, fais du golf. C'est très bien, tu gagnes bien ta vie, et puis il n'y a pas de risque, donc forcément, j'ai plutôt privilégié le judo. Ça marchait pas mal. J'avais des résultats en compète qui étaient sympas. Comme tu le disais en intro, j'ai même été invité au Pau. J'ai fait un petit stage où j'ai rencontré David Douillet, voilà. Et puis, en fait, je me suis fait une double fracture luxation du coude. Je peux toujours pas plier plus que ça, voilà, quelques années après. Alors, j'ai un souvenir assez drôle là-dessus. Je sais pas si je peux le raconter, si c'est le moment. Avec plaisir. Mais donc, je me fais ma fracture, j'ai une opération, des opérations, je suis plâtré, je passe 6 mois immobilisé. Puis arrive le moment de retirer le plâtre, tu vois, les mecs ils coupent. Moi je fais comme ça bouge pas d'un millimètre. Personne m'avait expliqué que ça s'enraidissait. Et donc moi, quand ils m'ont retiré le plâtre, le premier souvenir que j'ai, c'est que je suis paralysé en fait. Je pourrais plus jamais bouger mon bras. Et là il y a le chirurgien qui fait ah oui, on t'a oublié de te dire, ah oui, il faut un peu de rééduc. Merci les gars. Alors donc ça a été effectivement un gros choc, une grosse claque. Il y a eu deux learnings quand même importants, deux apprentissages. Le premier, c'est que ensuite j'ai fait ma rééducation avec une femme qui était la kiné de l'équipe de France de squash, qui était une femme extraordinaire. Et donc, j'ai récupéré millimètre par millimètre. Ça a pris quasiment 1 an. Et puis, du coup, ça marche quand même, le travail. Et finalement, sur le judo, j'ai appris 2 choses. D'abord, la claque, elle est très utile. Et je pense qu'il faut la prendre relativement jeune. Et ça, c'est une vision plus générale. C'est que peut-être aujourd'hui, on surprotège un peu les gens qui prennent finalement leur première claque de la vie un peu tard, à un âge où ils sont moins plastiques et moins capables de l'encaisser et de repartir. Et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir acquis ce savoir-faire, entre guillemets, jeune. Donc moi, je suis finalement assez heureux de m'être pris ma première claque jeune. Et l'autre chose, c'est que finalement, moi, j'avais quand même pas le talent. Et par contre, j'avais l'ego, parce que j'étais adolescent. Et pendant très longtemps, je me dis, oui, ça, j'aurais dû faire du judo beaucoup mieux, j'aurais pu être champion, machin. Et en fait, 10 ans après, on se dit non, parce que c'est une gaussienne. Et moi, j'étais pas le premier ou le deuxième. J'étais le sparring partner sympa. Et en fait, chaque année qui passait, l'écart grandissait. Parce qu'à travail équivalent, avec plus de talent, il y a des gens qui s'envolent plus vite. Et donc, le learning, ça n'a pas été que le travail paye pas. Ça a été que le travail paye, mais qu'il faut un peu de talent aussi et qu'il faut trouver les choses peut-être pour lesquelles on est talentueux. Et pas se mentir à soi-même quant à ses véritables capacités. Alors, pas de talent, mais quand même pas mal d'atouts. Alors, je vais passer à Cédric, on reviendra dessus. Cédric, lui, je crois que c'est le talent, et au moins pour commencer dans les études, Louis le Grand, le fameux lycée parisien, les mines de Paris. Yes ou no, tu y vas par conformité plus que par conviction? Je ne sais pas si j'ai le talent, mais en tout cas, il y a le travail, parce que en fait, c'est toujours un triptyque. C'est travail, talent, chance, dans cet ordre-là. Donc, du travail, il en a fallu, mais ça, c'était aussi de la volonté. Et ça, je pense que dès lors qu'on est dans un environnement bienveillant d'éducation, en fait, le travail, c'est aussi un choix individuel. À un moment, mes parents m'ont assez vite appris tu travailles pour toi, tu ne travailles pas pour nous. Tu ne travailles pas pour me ramener des bonnes notes et espérer un cadeau, mais tu travailles d'abord parce que ça te servira dans la vie. Une fois que vous avez compris ça, après, même si on est jeune, faut se dire où on veut aller dans la vie. Et statistiquement, alors là pour le coup, j'aimais bien les maths. Donc statistiquement, j'ai regardé c'est quoi ce qui m'offre le plus de débouchés à un âge où parfois on a du mal à choisir. Une prépa, c'est toujours bien parce que ça offre plein de débouchés derrière, ça apprend à bien travailler, ça apprend à bien former l'esprit, on va dire. Donc parmi les prépas, qu'est-ce qu'il y a? Les meilleures prépas parisiennes, il y a Henri IV, il y a Louis le Grand, etc. Louis le Grand, c'était ma top list, donc j'ai eu ma top list, j'étais très content. Et puis après, à la fin de la prépa, il faut bien se demander ce qu'on va faire. Donc pareil, les écoles d'ingénieurs, c'est quoi la meilleure? Polytechnique. J'ai loupé, échec. Mais bon, c'est pas très grave, je me suis rattrapé. J'ai majoré les mines de Paris, donc j'étais très content. Donc c'était
un mix de c'est la voie royale et en même temps, je sais que quand bien même un jour je change totalement de vie ou de carrière, ça me permettrait toujours de rebondir parce que dans les études, ce qui compte avant tout, c'est pas ce qu'on apprend, c'est plutôt la manière dont ça nous forge le caractère. Et la prépa, c'est une super école de la résistance psychologique entre guillemets à la douleur. Et puis en école, on apprend avant tout à bien chercher plutôt qu'à connaître plein de choses. Donc moi, je sais plein de choses, plein de bribes de choses sur plein de petits sujets, mais surtout, je suis capable à partir de ces bribes d'aller creuser les sujets. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé très intéressant. Donc, mais c'est vrai que les sciences, j'aimais. C'était pas ma grande passion, quoi. Moi, ce que j'ai toujours adoré, c'était la politique et les politiques publiques. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de mes études, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est là où j'ai essayé de chercher un job qui matchait, on va dire, entre cette envie, entre guillemets, et des connaissances ou des compétences. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de traduire à des politiques des problématiques plus techniques que j'étais capable de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à l'époque chez Enedis, qui s'appelait ERDF, qui est le réseau de distribution d'électricité, pour aller essayer d'expliquer à des élus comment ça fonctionnait, quelles étaient les contraintes techniques, quels étaient les besoins, quelles étaient les perspectives, avec leur vocabulaire à eux. Et c'est pour ça que j'ai fait des relations institutionnelles à la base. Alors on reviendra, tu m'en avais pas mal parlé de la politique en préparant l'épisode, on reviendra dessus parce que tu as quand même fait des choses assez incroyables, soit par toi-même, soit pour les autres, avec des noms assez célèbres aujourd'hui, donc ça va nous plaire. Je reviens à toi, Jean-Baptiste, tu passes de maths sup, de ce que tu m'as dit, à médecine, en plein milieu d'une tempête familiale, et la médecine, finalement, pour toi, c'était une quête du sens autant qu'un refuge. Comment tu l'as perçu ? Oui, une quête du sens, certainement. Oui, donc moi aussi j'aimais bien les maths. Tu vois, on a quand même plein de points communs avec mon associé. Et donc pour les mêmes raisons que lui, j'avais commencé par ça, puisque quand tu sais pas quoi faire, autant te mettre en haut de la montagne, ce sera toujours facile de redescendre. Je sais plus quel prof m'avait dit ça, c'était pas con. Et donc c'était l'idée, c'est que ça ouvrait le plus de portes, et puis c'était le truc pour lequel j'étais le plus doué. Donc j'ai commencé par ça, et puis au cours de la maths sup, moi j'ai une petite famille, donc il y a eu pas mal de décès. Ça peut aller assez vite, hein. Tu perds un grand-père, tu perds une grand-mère, tu perds une tante, et puis en fait, c'est quand même des choses qui nous marquent. Moi, j'avais un autre truc, c'est que mon père, mes parents sont dans la médecine, et tous les soirs, quand ils rentraient du boulot, plutôt fatigués quand même, je les voyais sourire. Moi, j'ai des souvenirs de mon père avec ses gros bouquins d'anesthésie qui préparaient des trucs difficiles. Voilà, j'ai vraiment des souvenirs de mes parents qui aimaient leur métier. Et en fait, entre les éléments de vie qui font qu'on s'interroge sur la santé et puis aussi faire le bien, et puis le fait que j'avais un a priori très positif finalement sur le métier, parce que voir ses parents sourire et être heureux de pratiquer quelque chose, c'est quelque chose de fort. Je me suis dit, tiens, on va faire médecine. Allez, hop, c'est parti. Et j'ai vraiment, pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment envie de faire un truc très très fort à part le sport. Et alors quand j'ai fait ça, je crois de mémoire, mon père qui est quelqu'un de très bienveillant, de très doux, qui n'est pas du tout dans l'opposition et choses comme ça, m'avait dit un truc qui lui était sorti du cœur. C'était, tu sais, la médecine, c'est de la mémoire, de la méthode et du travail. Et toi, tu es fort en maths. Sous-entendu, pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. Voilà. Et donc, forcément, j'ai fait médecine. Et c'est la première année de ma vie où j'ai vraiment bossé. J'avais un rythme très organisé. J'étais très organisé parce que j'avais très envie de réussir. Et puis ça s'est bien passé, quoi. Et donc finalement, je suis parti en médecine. Mais comme choisir, c'est renoncer, et que renoncer, c'est toujours désagréable. À la fin, j'ai fait un peu les deux, quoi. J'ai trichoté. D'autant que après, je crois que tu as enchaîné sur l'INSERM, l'ENS, de la biophysique, une boîte Trifoc Therapeutics, les urgences. Tu ne te serais pas un peu cherché avant de te trouver ? La vie, c'est une éternelle recherche, hein, c'est le chemin qui compte. Mais oui, alors à la fin de la deuxième médecine, moi j'ai fait l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, ce qui permet de faire en fait médecine-sciences, le MD PhD à l'américaine. Ensuite, j'ai fait en parallèle un master de biologie cellulaire et la médecine. Puis ça m'a bien plu. Et puis finalement, moi, ce que j'aimais, c'était quand même les sciences. Donc j'ai fini à l'Institut Curie, dans l'équipe de François Amblard, qui est devenu et qui reste aujourd'hui un de mes maîtres à penser, avec qui j'ai fait 2 ans de recherche en biophysique. Alors, c'est un peu technique, mais moi, je faisais de la frappe biphotonique. C'est-à-dire que tu corrèles 2 photons dans le temps et dans l'espace, ils se tapent dedans. La répartition d'énergie n'est pas linéaire. Tu as beaucoup d'énergie dans un endroit microscopique et rien autour. Et ça permet en fait d'être précis
Et avec ça, tu viens taper. On venait regarder la mécanique des épithéliums, c'est-à-dire la manière dont les forces se répartissent dans des couches de cellules, comme la peau, en 2 dimensions, qui se séparent de milieu. Et le truc qui est marrant, d'ailleurs, qu'on trouve dans ce milieu-là, c'est que quand tu veux, par exemple, faire un cancer, il ne faut pas une cellule cancéreuse, il faut une cellule cancéreuse qui se touche, parce qu'à ce moment-là, elles exercent assez de force pour perturber le milieu et pouvoir se reproduire. Donc, c'était assez marrant, voilà. Et je suis revenu en médecine, que j'ai fini, sans avoir eu la force de finir le doctorat. Ça ne m'avait pas suffisamment enthousiasmé. Ce qui me plaisait, c'était vraiment l'aspect expérience et passer de l'intellectualisation à la réflexion. C'est-à-dire, il se passe plein de trucs dans notre tête. Est-ce que ça marche en vrai? Et quel est le chemin de moindre résistance qui permet de passer de la théorie à une validation de cette théorie dans le monde réel? Et c'est ça que je l'appelle réfléchir, parce que c'est beaucoup plus dur, parce que tu te confrontes au mur du réel. Et ça me plaisait beaucoup. Voilà. Tout ce que tu auras appris, qui t'aura amené derrière à Essentia, on en parlera plus tard. Alors, Cédric, alors toi, c'est encore une fois un peu l'opposé, ministère de l'écologie, la COP21, de l'État, de la régulation, enfin tout ça, un peu de politique. Tu avais la sensation d'influencer des vrais choix collectifs. Tu peux nous parler un petit peu de ce passage avant même la fameuse grosse entreprise où tu as bossé, qui va exciter un peu nos auditeurs, parce que c'est toujours sympa. Mais déjà, raconte-nous un peu tes histoires politiques, des anecdotes, quelle a été, jusqu'où t'es monté, etc. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours adoré la politique, mais mon sujet premier était de dire que professionnellement, je voulais pas en dépendre. Moi, j'ai vu trop de gens adorer la politique, en même temps travailler dedans et pour de mauvaises raisons se faire virer ou plus être en grâce, etc. Il y a quand même quelques côtés un peu vils au monde politique. Donc, à titre personnel, j'étais élu local. Je suis toujours élu local. J'arrête prochainement, mais j'étais élu à Fontainebleau. À l'époque, dans l'équipe du maire, et puis pour la vie... bref, on s'est brouillé, passons. Et puis, professionnellement, j'avais toujours ce souhait d'influencer les politiques publiques, parce que quand même, je considère que les entreprises, quel que soit leur secteur, il y a un volet où... le lobbying, c'est un gros mot en langue française, mais en anglais, déjà, c'est utilisé assez couramment. Et puis surtout, il y a une partie d'éducation, on va dire. Les politiques ne sont pas des spécialistes de beaucoup de sujets. Et donc, il y a aussi un besoin des acteurs industriels ou des acteurs publics de venir expliquer ce qu'ils font. Donc, travailler dans ce monde-là des relations institutionnelles, je trouvais que ça permettait d'avoir un impact et de traduire après dans les textes de loi, enfin en tout cas dans notre société, ce qui allait se passer. Donc j'ai commencé d'abord par du semi-public, on va dire, groupe EDF, qui a permis de me forger. Et puis après, je voulais passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté de ceux qui écrivent les textes et qui forgent un peu le cadre dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pour l'État, donc au ministère de la Transition écologique et solidaire, où là, je m'occupais de choses un peu rigolotes, des sujets plutôt d'innovation, tout ce qui était les réseaux électriques intelligents, le stockage d'énergie et l'hydrogène, qui était très à la mode fut un temps. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, je me suis dit, après avoir vu le semi-public et le public, je vais m'orienter vers le privé. Et donc là, je suis allé travailler pour le côté obscur de la force, Shell. Mais j'étais plutôt du bon côté de la force parce que je travaillais sur développer leur projet d'énergie renouvelable en France. Et donc, j'ai fait des choses rigolotes, comme répondre à un appel d'offres pour des éoliennes en mer, au large des côtes de Dunkerque, ce qui était assez drôle parce qu'il y avait à la fois un volet implantation locale à gérer et puis un gros projet industriel derrière. On n'a pas gagné l'appel d'offres, mais on a bien rigolé. Et, voilà, le carnaval de Dunkerque, que je recommande à tous ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est quand même une expérience, surtout quand vous êtes à la mairie en train de jeter les poissons sur la foule. C'est quand même très, très drôle. Donc voilà, c'était un peu ce que j'ai fait à titre professionnel, qui venait un peu compléter ce qui m'animait plus personnellement et que j'ai continué. La politique, j'en ai fait longtemps à l'époque des jeunes de l'UMP. J'ai commencé à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc le travail, le mérite, c'est des valeurs qui m'ont toujours animé, même si par la suite, on a été un peu déçus, on va dire, des résultats concrets. Vos chemins vont se rencontrer maintenant sur la base d'un épisode un peu traumatique qui te concerne, Jean-Baptiste.
tu es en pleine séparation avec ta femme. Là, tu comprends pas trop ce qui se passe. Je sais pas si tu l'as compris depuis. La question, c'est est-ce que c'est l'unique moment, le premier ou l'unique moment où tu as l'impression qu'un paramètre non maîtrisé peut t'écraser? Non, puisque c'est oui ou non. Non. Moi, j'ai toujours eu la conscience de ma mortalité. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours accepté et compris qu'à tout moment, la vie pouvait s'arrêter. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis devenu médecin. Et assez curieusement, j'ai peur de plein de choses, comme tout un chacun, mais pas spécialement de la mort, dans le sens où il y a plein de choses dans la vie qui sont, à mon avis, plus douloureuses. Et j'ai toujours eu conscience de mon impuissance, d'une certaine manière, qu'on maîtrisait aucun paramètre, si ce n'est soi-même, et que du coup, le seul facteur sur lequel on pouvait faire quelque chose, c'était soi-même. Donc véritablement, c'est pas ça, c'est pas cet élément qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est vraiment un truc presque biologique chez moi. Par contre, effectivement, ça a été un moment où ma résilience a été plus que testée. Je ne sais pas si je peux, en quelques mots, mais en gros, sur une période de 6 mois, je me suis pété le genou, j'ai été opéré, je me suis retrouvé avec une opération sur une jambe avec mon pied à perf, à gérer les travaux parce qu'on venait d'acheter un appartement et donc je devais gérer les travaux. Le tout, on m'apprend que mon ex-femme m'apprend qu'on va divorcer. Toujours avec mon pied à perf, ma morphine, mes travaux à gérer, plus un rond sur le compte parce qu'en plus je venais de lancer la start-up. Voilà, l'idée de la start-up. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup en même temps. Et puis finalement, il reste de la fierté parce que on encaisse et puis on avance et puis ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Donc une résilience énorme, évidemment. Et puis, l'autre côté, tu as Cédric dans cette rencontre, parce que tu l'as un petit peu aidé à passer ce mauvais moment. Tu te rends compte à cet instant que Jean-Baptiste est un peu un survivant, quelque part. Quand on l'entend, c'est un peu ce qu'on pourrait penser. Et est-ce que tu te dis que... ou comment vous êtes passé finalement d'un événement traumatique à une collaboration? Moi, je me souviens assez bien de l'histoire. Bon, en fait, on a un très bon ami en commun avec qui moi j'étais au lycée, avec qui Jean-Baptiste a fait médecine, Pablo, de son prénom. Et du coup, Pablo, il m'appelle jamais. Enfin, rarement. S'il écoute, quand même, je peux quand même lui rendre honneur. Et puis là, il m'appelle, il me dit, écoute, Jean-Baptiste, il est en train de se séparer. Il comprend pas ce qui va lui arriver. Toi, tu es passé par là il n'y a pas si longtemps. Appelle-le et dis-lui de se faire aider par une avocate. Et donc, du coup, moi, pour le coup, sur ce sujet-là en particulier, parce que la résilience n'empêche pas non plus qu'il y ait des moments de souffrance. Moi, la séparation, je l'ai vécu, ça a été assez douloureux pour plein de raisons. Et du coup, je savais qu'on n'est pas tout le temps hyper lucide sur ce qui va nous arriver et la manière dont les choses vont se passer dans un moment où on veut encore croire que ça va continuer. Et donc, j'ai pris la mission assez à cœur. Et donc, je l'ai appelé, je l'ai harcelé, pour être précis, pour qu'il prenne mon avocate. Et lui, il m'a pitché la start-up. Donc, c'était pas un moment où j'étais encore disponible professionnellement parce que je travaillais toujours pour Tesla et je faisais des choses cool. En revanche, sur le moment, j'ai réussi à bien lui pitcher l'avocate qu'il a finalement appelée. Et lui a réussi à bien me pitcher la start-up parce que le jour où j'ai quitté Tesla, il a réussi à me la vendre. Donc en fait, moi je lui ai vendu mon avocate, lui il m'a vendu la start-up, quoi. On va revenir sur le projet Essentia, l'idée, etc. Tu peux t'arrêter 2 minutes sur Tesla. Je crois que tu as passé quelques moments avec Elon Musk, que tu as été également au contact de Macron. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles ont été tes aventures, si tu as des choses significatives, originales, qui feraient soit vibrer, soit feraient peur à nos auditeurs? Ouais, Tesla, c'était une aventure incroyable. Enfin, moi, j'en garde d'excellents souvenirs. Et je trouve ça idiot dans le débat médiatique français de dépeindre Elon Musk comme un fou furieux qui veut,
je sais pas, asservir le monde d'une manière ou d'une autre. Enfin, vraiment, bon, bref, passons sur cet épisode-là. Mais moi, j'ai vécu les choses de l'intérieur et puis j'ai eu la chance, parce que je trouve que c'est une chance et un privilège, de rencontrer Elon Musk à plusieurs reprises. Un peu par un concours de circonstances, soyons honnêtes. Enfin, moi, je m'occupais encore une fois, de relations institutionnelles pour Tesla en France et en Europe. Et puis, je savais par ma prédécesseur que voilà, le président Macron et Elon Musk s'étaient déjà rencontrés à l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie et que Elon, en 2014, je crois, avait débarqué dans son bureau à l'époque où Tesla était encore une petite entreprise. Avec, je crois, un sac à dos dans lequel il y avait une grosse batterie. Et puis il avait mis ça au milieu du bureau d'Emmanuel Macron. Et il lui avait dit, bah voilà, demain, c'est ça qui effectivement alimentera tout ce bâtiment. Et donc, bref, les deux avaient bien fité, visiblement. Et puis en 2021, il y avait les Français étaient invités par le président Biden pour une visite d'État aux États-Unis. Et donc, moi, je m'étais dit, bah, en fait, ça pourrait avoir du sens, sachant que historiquement, ils s'entendent plutôt pas trop mal, que Tesla a déjà une empreinte industrielle en Allemagne, mais en Europe, c'est la seule vraie empreinte industrielle en termes d'usine. Je me suis dit, bah, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, à organiser ? Et donc, je suis allé voir l'Élysée, un peu comme ça, naïvement, en exposant ce que je vous dis là. Et les conseillers du président ont trouvé que l'idée était super. Et donc, en fait, on a monté, pendant cette visite d'État, on a monté une rencontre un peu au dernier moment et un peu hors protocole. C'est-à-dire, en fait, on échangeait par texto sur les disponibilités du président et d'Elon Musk pour finalement agréer qu'on allait faire une rencontre le vendredi à la Nouvelle-Orléans dans un musée qui est une sorte de petit manoir, entre guillemets, sans annoncer rien à quiconque, etc. Et donc, du coup, me voilà parti le mercredi direction la Nouvelle-Orléans, arrivé dans cette bâtisse qui est mignonne d'ailleurs, le musée est super sympa, toqué à la porte avec mon boss, parce qu'en fait, on se déplace pas à 50 avec Elon Musk, hein, c'est très light. Elon veut que les gens qui ont quelque chose à apporter dans les discussions. Donc, il n'y a pas d'aéropage avec 50 personnes. On arrive, on toque à la porte du musée. On dit, bah voilà, on est là pour la rencontre entre Elon Musk et le président Macron. Et là, il y avait cet agent des Secret Service américains qui nous dit, what ? Je dis, bah oui, on est l'équipe de Tesla, quoi. Elle me dit, mais là, il y a Elon qui vient. Je dis, bah oui. Mais putain, les Français, ils nous ont pas prévenus, etc. C'est pas possible. Il y a qu'une issue de secours. Elle est pour le président Macron. Elle commence à partir en freestyle. Donc là, je l'ai mis dans les mains d'un des agents de sécurité d'Elon qui parlait le même langage qu'elle, c'est-à-dire le langage Secret Service. On va s'arranger, quoi. Donc et bref, et moi, voilà, me retrouver dans un truc où en fait, on n'était pas vraiment conviés, donc à définir avec la directrice du musée où est-ce que la rencontre allait se passer. Les Français finissent par arriver. Et puis là, Elon, il décide Enfin, mon boss m'appelle sur le chemin qui menait de l'aéroport au musée et il me dit, bah voilà, Elon est avec son fils, le petit X. Est-ce que tu pourrais voir avec l'Élysée si ça les dérange que X et la nounou soient dans la même salle pendant la réunion avec le président. Et donc je demande à l'Élysée, la conseillère qui me dit, c'est quand même un peu complexe. Je lui dis, je suis d'accord, je vais essayer de trouver une solution. Donc je retourne voir ma copine des Secret Service qui là me hurle dessus, quoi. Elle me dit, non mais un enfant dans ce bâtiment, etc., c'est pas possible, le bâtiment est en lockdown, il n'y a personne qui rentre. Je dis, là en fait, moi je veux bien, mais en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir de la caisse avec son enfant. Il va venir. Donc, en fait, soit on trouve une solution organisée, soit la solution, elle sera subie. Mais moi, je sais ce qui va se passer, je vous l'annonce, quoi. Finalement, on trouve un espace. Et donc, Elon sort de la voiture avec mon boss qui me présente. C'était la première fois que je le voyais. On marche 20 mètres direction le musée. Et puis là, je vois pas l'enfant. Voilà. Et moi, j'étais un peu sensible parce qu'en fait, j'ai une petite fille qui a 1 an de moins que le petit X. Et donc, je me tourne vers Elon. Ça doit être la première chose que je lui ai dit, c'était nice to meet you. La seconde, c'était what about your son? Et là, il fait oh shit. Et là, il retourne à la voiture. Il court à la voiture, rechercher l'enfant et la nounou qui était restés dans la voiture, qu'il avait
en fait, oublié. Ce qui ne serait pas arrivé s'il avait eu une Tesla, mais dans cet état en particulier à la Nouvelle-Orléans, en gros, les Tesla, c'est compliqué. Enfin bref, il n'y a pas de vente en direct, donc il avait une Ford. Donc la voiture, elle n'a pas bipé, et donc bref, il ne s'est pas aperçu de ça. Donc finalement, on sort avec le gamin, on arrive dans le musée. Évidemment, il garde l'enfant dans les bras jusqu'au moment où il tombe nez à nez avec Emmanuel Macron. Et là, la conseillère en question qui lui dit « moi j'ai 4 enfants », hop, il prend le gamin, il le file dans les bras. Et puis après, il file en réunion avec le président Macron. Et puis après, on s'est revu plusieurs fois à Paris, une fois à Choose France, au sommet à Versailles pour les entreprises étrangères qui considèrent des investissements en France. Et 2 autres fois à l'Élysée, dans un cadre plus business. C'était des bonnes rencontres. Et je trouvais que le président Macron, malgré toutes les critiques qui sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le temps avance, en termes de VRP pour le pays France, est plutôt très très bon, quoi. D'un point de vue business. Je trouve qu'il parle vraiment le langage business des industriels, et ça a du sens. C'est vraiment en face, les industriels sont très réceptifs à ce type de discours. Donc Elon, c'est ton pote, et Macron, tu en avais un avis positif. Moi aussi, je l'avais rencontré, on avait pas mal discuté. Il est hyper agréable, il a un bel avis surtout. Maintenant, les choses évoluent. Oui, non, bien sûr. Non, mais moi, je parlais sur le volet business. Le reste, sociétal, institutionnel, etc., c'est un autre sujet. Mais sur ce petit secteur-là, il faut quand même rendre ce qui est à César ce qui est à César. Le sommet Choose France, qui est le sommet des investisseurs étrangers en France, c'est plutôt une réussite. C'est à son crédit. J'espère que, quel que soit le successeur ou la successrice, ça pourra se perpétuer, parce que ça reste hyper important de pas être vu comme les Français communistes dans le monde, mais d'être vu comme les Français qui sont prêts à accueillir des investisseurs étrangers, des industriels étrangers. C'est important. Alors, c'est sûr, tout le monde ne voit pas ce qu'il a pu faire de positif. Et puis après, il y a tout l'écosystème de la politique et du panier de crabes qui fait que c'est super compliqué. Et ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Donc, c'est mal barré à ce niveau-là. Alors maintenant, on arrive à votre projet Essentia. Donc là, je reviens vers Jean-Baptiste, parce que c'est toi qui en es à l'origine. Je crois qu'à ce moment-là, tu étais peut-être du côté régulation, SOS médecin, un peu le révélateur. Pour ceux qui ne savent pas trop, mais tu vas en reparler, la régulation, il faut décider, tu as peu d'informations, parfois il y a un enjeu vital. Toi, tu as une formation mathématiques, scientifiques, tout ce que tu nous as expliqué il y a quelques minutes. C'est là que tu réalises que le raisonnement médical peut être modélisé. Je me suis posé beaucoup de questions effectivement pour la régulation. Je ne sais pas si le raisonnement médical peut être modélisé, parce que c'est un raisonnement d'expert, mais il peut être approximé. La régulation, ça pose un problème, ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème du choix. Parce qu'en fait, tu as peu de temps pour choisir entre quelque chose de grave ou de pas grave. Tu as un seul paramètre à date, c'est la voix. Et je te donne un exemple, tu as 10 000 personnes qui appellent en disant « je me sens oppressé, j'ai du mal à respirer ». Sur les 10 000, il y en a un qui va mourir, il faut le trouver. Et tu ne peux pas envoyer les 10 000 aux urgences, parce que sinon tu ne sers à rien, stricto sensu. Parce que tu vas bloquer les urgences en envoyant trop de gens, et donc en fait, le mec va mourir pareil. Et donc en fait, la problématique de faire un choix qui peut déterminer la vie ou la mort en ayant très peu d'informations et en n'ayant pas le bagage médical à sa disposition, parce que j'ai pas mon stéthoscope, je peux pas toucher le malade, je peux pas le voir, je peux pas le sentir. Donc en fait j'ai très peu d'armes pour décider, et pourtant la décision est lourde de conséquences. Et donc en fait c'est une spécialité qui me faisait peur. Et la peur, c'est la plus mauvaise des conseillères. Donc quand on a peur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut bosser, faut étiqueter sa peur, la comprendre et avancer. Et donc, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis demandé, grâce à la régulation, quelle était la valeur au sens marxiste du terme du médecin. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas de faire le diagnostic. Aujourd'hui, le médecin traitant ou l'urgentiste à l'accueil des urgences fait très peu de diagnostic tout seul avec son stéto. Il va faire une prise de sang, il va faire une iconographie, une IRM, il va demander un avis de spécialiste, et puis après, on va t'annoncer ton truc. Tu vois. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, est-ce que c'est grave ? Donc, en fait, le risque du diagnostic, mais aussi le risque de l'erreur diagnostique. Est-ce qu'il faut aller vite ? Parce que ce risque pris en compte, si ton cœur est en train de mourir seconde par seconde, il faut aller très très vite. Si tu as un cancer, c'est potentiellement très grave, mais on peut le voir demain. Et puis ensuite, il te dit quel est le next step, quelle est la prochaine étape dans le diagnostic. Voilà. C'est ça la valeur du médecin, finalement, c'est trier. Et trier, il n'y a rien de mieux que le SAMU ou SOS médecin pour le faire, notamment la régulation. C'est là où le tri est le plus dur, parce que c'est là où il n'y a que la voix et où il y a le risque de mort le plus imminent, finalement, et perdu comme une aiguille dans une botte de foin. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est oui, mais ce choix-là,
C'est pas un truc que ChatGPT peut faire. À l'époque, ChatGPT, ça n'existait pas trop pour le grand public. Mais en fait, c'est un raisonnement d'expert, c'est-à-dire qu'on pondère le réel. Je m'explique. Si toi, demain, t'appelles le SAMU en criant « j'arrive pas à respirer », le mec, au bout, il va noter « parle bien ». Parce que si tu n'avais pas d'air, tu pourrais pas crier. Donc, il ne retranscrit pas ce que tu dis. Il le pondère et il l'analyse. Ça, c'est un raisonnement expert. Et du coup, je me suis dit, mais du coup, c'est quand même incroyable parce que ça veut dire qu'un médecin, il peut faire un raisonnement expert en se basant sur un seul signal qui est la voix. Et la voix, pour moi, c'est de la biophysique. Quand les gens, ils entendent de la voix, moi, je modélise des équations dans ma tête. Tu vois, par exemple, quand un asthmatique, il parle, je sais ce qui se passe. La bronche, elle rétrécit. L'air, il accélère. Le frottement, il augmente. La manière dont l'air s'écoule passe de laminaire à turbulent, c'est-à-dire des petits tourbillons, ça fait un sifflement. Et donc, quelqu'un qui dit « je serais bien comme ça », là, tu dis « oh là là, ça va pas du tout ». Et quelqu'un qui te crie « oui, j'arrive pas à respirer », bon, c'est une crise d'angoisse que c'est, parce que sinon, il ne pourrait pas crier si son cœur est en train de mourir. Donc voilà, donc je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'en fait, la biophysique, donc les biomarqueurs vocaux, ça existe. C'est ce qui drive l'intuition, l'expérience du médecin. C'est ce qui lui permet de passer du raisonnement, on va dire, classique à un raisonnement d'expert. Et donc là-dessus, il y a un truc à faire. Ce serait incroyable, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une IA ne puisse pas mieux écouter que moi le patient si je l'entraîne bien, faire une espèce de super stéthoscope, entre guillemets, même au téléphone, en analysant ces signaux biophysiques qui existent, comme dans une prise de sang, tu as des biomarqueurs, voilà, sanguins, et en venant aider le médecin à, dans les cas difficiles, et c'est difficile, puisque c'est 1 sur 10 000 ou 1 sur 5 000 qu'il faut trouver, à ne pas rater le cas grave. C'était un peu ça, la genèse intellectuelle du projet. Ouais, alors là, on est justement sur la genèse. C'est sur la base, Cédric, de cet elevator pitch, finalement, que toi, avec ton background institutionnel, business, du Tesla, du Shell, tout ça, que tu te dis qu'il y a un sujet, que ça peut dépasser la France. Quel est ton rôle dans l'histoire ? Mon rôle. Je sais pas, mon rôle, il faut demander à Jean-Baptiste à la base. Disons-nous que c'est comme dans toute association. Je pense qu'une fois qu'on a évalué que nos caractères sont compatibles et encore mieux, dans notre cas, complémentaires, nos rôles respectifs, ils évoluent avec le temps. Moi, à la base, je suis venu pour, entre guillemets, aider Jean-Baptiste à faire de ce projet, entre guillemets, local et bien identifié, un truc qu'on peut scaler et demain emmener à l'international. Là où j'ai vu tout de suite l'intérêt, c'est aussi dans tous les parallèles de ce sur quoi je travaillais chez Tesla. C'est-à-dire que Jean-Baptiste viendrait expliquer assez justement, c'est qu'à partir de la voix, un humain est capable de discriminer si oui ou non la personne en face, sans la voir, est en train d'avoir quelque chose de grave ou d'urgent. Et chez Tesla, la conviction, qui a toujours été le cas, c'est qu'à partir de une seule information, la vision, la même vision que vous avez comme conducteur, on peut demain arriver à craquer la conduite autonome. Donc le parallèle, il me paraissait évident. Je ne sais pas s'il est évident pour tous, mais en tout cas, ça me paraissait trivial, comme on dit en maths, que de dire, si demain on arrive à utiliser la voix en utilisant bien les données, en utilisant bien l'intelligence artificielle, etc., on peut arriver à cette discrimination entre ce qui est grave et urgent, voire quel type de pathologie, mieux que ne le font beaucoup d'opérateurs qui aujourd'hui au 15 ne sont pas des médecins, les premiers opérateurs, et probablement demain mieux que les médecins eux-mêmes. Ouais, d'accord. Et alors, je vais revenir sur votre complémentarité, et puis ensuite on va revenir quand même sur le produit, parce que c'est super intéressant comment vous le présentez. Donc il y a d'un côté le médecin urgentiste, un peu introspectif, et puis il y a le stratège techno-institutionnel. Vous dites que votre duo est une anomalie statistique, pour reprendre un petit peu vos termes. On va se lancer sur plusieurs questions et vous répondez comme vous voulez. Votre plus grande complémentarité, comment vous arbitrez peut-être vos désaccords, si ça peut arriver, et est-ce que vous dites, dernière question sur votre association, sans vos différences, finalement le projet n'aurait aucune chance d'aboutir ? Allez-y. Je me lance, Vas-y. parce que c'est moi la brute. Non, mais alors, je pense que ce qui rend tout possible, c'est le respect de la valeur générée par l'autre, en tant qu'être humain, mais aussi dans son travail. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, on est quasiment aux antipodes. Moi, j'ai 10 idées à la seconde, et puis je suis très dans la vision, dans la philosophie de l'idée, dans la science. Et Cédric, il est très efficient dans le fait de ramener ça à quelque chose de faisable et de le réaliser vite et bien.
Moi, je suis assez sciences médecine. Lui, il est plutôt business data. Moi, je suis plus dans penser 3 coups en avance, on verra dans 2 ans. Et lui, il est plus dans très bien réaliser la prochaine année. Finalement, en fait, on est complètement opposés. Moi, je suis pas mauvais vendeur. Lui, c'est plutôt un acheteur féroce. Voilà, jusqu'au bout, vraiment. Finalement, ce qu'on a en commun, c'est le respect de la valeur de l'autre. C'est-à-dire que moi, quand il fait des choses qui me sont étrangères, je les trouve belles et je le remercie de le faire. Et je suis conscient de cette valeur et je la respecte. Et c'est réciproque. Et ce sentiment-là nous permet de dire, OK, ça, c'est pas mon domaine, il est bien meilleur que moi, c'est lui qui va le faire. Et s'il n'était pas là pour le faire et que moi, je devais le faire avec mes moyens, qui sont du coup inférieurs dans ce domaine, ça marcherait pas pareil. Et du coup, je pense que vraiment le projet, qui était au début en fait un petit projet d'assistant à la régulation en France, dans lequel j'aurais peut-être pu me dépatouiller, là, c'est pas du tout la même idée. L'idée de notre association, c'est d'emmener ça au bout du monde. Et on peut le faire que parce qu'on est complémentaires. Et qu'on respecte justement la valeur de l'autre. Et ça répond aussi un peu à ta troisième question, c'est comment on décide. Et ben en fait, on décide de consensus parce qu'on n'a pas d'ego mal placé. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où je suis meilleur. Et donc, du coup, il faut quand même que je le convainque. Il y a une discussion. Faut que, si j'arrive pas à le faire comprendre à quelqu'un, c'est peut-être que je disais des conneries. Mais à partir du moment où c'est un domaine où c'est ma compétence et où j'arrive à la rendre accessible, c'est que j'avais raison. Et l'inverse est vrai aussi. Quand il m'explique que c'est A et pas B, et qu'il me le démontre, et que c'est dans son domaine de compétences, c'est lui qui est décisionnaire. Et donc on se répartit un petit peu les choses comme ça, de manière assez naturelle. Et il y a eu finalement assez peu de désaccords de fond. Il y a eu plutôt de longues explications pour s'aligner, mais pas de désaccords persistants. Et voilà. Au-delà de ça, humainement, je pense qu'on était partis connaissance, on est vite devenus copains et on a fini par devenir amis dans ce projet. Et dans les qualités qu'on partage, parce qu'on n'a pas que des différences, je pense qu'il y a une certaine forme quand même d'abord beaucoup de travail, une grosse puissance de travail et du respect pour ça, et ensuite de la loyauté. Et la loyauté, c'est essentiel parce que sans la confiance, on ne peut pas construire avec quelqu'un. Et la confiance, elle se donne pas gratuitement. Ça, c'est un truc que j'ai appris un peu avec mon divorce. La confiance, elle se donne avec une attente retour du respect, de la valeur que l'autre accorde à notre confiance et d'un retour de loyauté. Et ça, je pense qu'on le partage. Alors, tous ces mots sont très beaux pour une association, merci, parce que ça fait un passage très particulier de l'épisode. Mais qu'en pense Cédric? Est-ce que tu es d'accord sur tout? Tu as la même vision? Comment tu perçois tout ça? Si je n'étais pas d'accord, il y aurait un problème de fond. Peut-être ajouter en complément qu'en fait, quand Jean-Baptiste dit le respect, comme étant la chose la plus importante, c'est vrai, mais comment ça se traduit? C'est probablement dans la capacité de l'autre à entendre le non quand quelqu'un l'exprime. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses positives qui sortent quand quelqu'un vous dit non. Je pense que la bonne méthode pour faire, c'est ça, ou le bon endroit où aller, c'est là. Et que ça crée la discussion plutôt que le oui, béni, oui, oui. D'ailleurs, ça n'existe pas, béni, non, non, mais béni, enfin, le oui, oui, tu as raison, oui, tu es formidable, il n'apporte pas grand-chose. Moi, je suis un peu de l'école et je sais que parfois, pour les équipes, c'est pas tout le temps simple. Avoir, entre guillemets, encore le potentiel à transformer plutôt que de voir déjà le réaliser. Donc, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, même si j'ai pleinement conscience qu'il est déjà à moitié plein. Ce que je veux, c'est que en fait, la moitié vide, on finisse par la remplir, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps, mais je dis beaucoup de temps, mais c'est pas vrai, parce que ça ne nous a jamais bloqué dans aucune décision, à se challenger l'un l'autre en disant non, je pense qu'on pourrait faire mieux en faisant ça, quoi. C'est toujours les axes d'amélioration qu'on recherche plutôt que le truc pépère dont on sait qu'il va marcher, mais qui ne va pas être ni le plus efficace, ni le plus efficient, ni le plus rapide à implémenter, parce que tout notre enjeu, et ça revient à ta question de tout à l'heure sur pourquoi aussi notre association fonctionne, c'est que Jean-Baptiste comme moi, on était conscient qu'on a un enjeu de vitesse de réalisation, de vitesse d'exécution, dans un monde où la France, c'est un petit pays quand même, qui n'a pas les moyens financiers, qui a sur des gros marchés de capitaux type marché US, et que donc on doit entre guillemets travailler plus vite, travailler plus efficacement, travailler plus productivement à 1 euro de capital
en France versus 1 euro de capital aux US, il faut qu'on soit beaucoup plus productif. Et donc, là-dessus, on est 100% aligné, quoi. C'est pas la seule chose sur laquelle on est 100% aligné, hein. On est aussi aligné sur le rythme de garde de nos enfants, si tu veux tout savoir. Par exemple, on a la même avocate, le même rythme de garde de nos enfants, sauf pendant les grandes vacances, où là, pour des raisons d'efficacité opérationnelle, on va dire, on a décidé d'inverser les 15 jours pour qu'il y ait toujours une sorte de permanence qui puisse se faire sur les vacances d'été. Mais voilà, on est très complémentaires, mais complémentaires dans un sens où ce complément, c'est pas juste l'un va pas venir sur le plein de monde de l'autre, c'est que c'est un complément qui fait que 1 + 1 font 3 et pas juste 1 + 1 font 2, quoi. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, je vous souhaite un très bel avenir. On continue sur le sujet. On va rentrer un petit peu plus dans votre produit Essentia. Je voudrais bien t'entendre, avant de poser des questions plus techniques, quand bien même il faudra en parler de manière très claire, Jean-Baptiste. Je voudrais bien t'entendre, Cédric, pitcher en 30 secondes ce qu'est Essentia, à ta façon. Alors, Essentia, c'est une entreprise qui fait de l'analyse vocale, qui est spécialisée dans l'analyse vocale des appels d'urgence. Très concrètement, quand on appelle le 15 aujourd'hui, on parle d'abord à un opérateur avant de parler à un médecin. Et parfois, ça arrive malheureusement qu'il y ait des erreurs d'aiguillage et d'orientation dans des situations d'urgence vitale. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient écouter la conversation entre le patient et l'opérateur. Donc la discussion se déroule normalement et nos modèles d'intelligence artificielle analysent cette conversation en temps réel. Et lorsqu'on détecte une urgence ou une gravité, on envoie un warning à l'opérateur en lui disant « cet appel-là, il faut absolument que tu le transfères à un médecin ». Parce qu'on pense que nos modèles disent qu'effectivement, il y a un risque que le patient finisse hospitalisé ou qu'il ait une pathologie plus grave. L'avantage de nos modèles, c'est qu'ils sont déjà à date 2 fois plus performants que l'opérateur qui décroche au 15 et que donc on est assez convaincu et on va le démontrer prochainement avec des études qu'on sauve des vies, ou en tout cas on peut sauver des vies dans le système d'urgence. Alors justement, comment est-ce que vous modélisez un raisonnement clinique expert et comment vous validez ça scientifiquement ? Alors la validation scientifique, elle est à la fois empirique, j'ai envie de vous dire. Enfin là-dessus, en tout cas, il faut montrer qu'empiriquement, on fait mieux que l'humain. Donc en fait, on prend le système sans l'humain, le système sans l'IA, le système avec l'IA. Et si on arrive à démontrer dans suffisamment d'endroits, dans suffisamment types de situations que, in fine, on arrive à mieux orienter les gens, c'est là où on aura notre validation scientifique. Donc, elle est forcément la base du raisonnement. Il est indiscutable dans le sens où vous avez d'un côté sans l'IA versus avec l'IA. Il faut simplement définir les bons paramètres pour que ce soit méthodologiquement robuste, on va dire, mais c'est ça qui va nous permettre d'avoir la validation scientifique. En pratique, comment ça fonctionne, et Jean-Baptiste pourra revenir dessus, selon où vous êtes, si vous êtes au SAMU de Paris ou au SAMU de Montauban, vous n'avez pas le même nombre de camions à disposition quand il y a une réelle urgence. Vous n'avez pas le même nombre d'ambulances, pas le même nombre de lignes de SMUR, etc. etc. Et donc, il y a quand même une co-construction qui est toujours faite avec les équipes médicales sur place, qui permettent d'adapter aussi le nombre de cas où l'IA se déclenche et vient envoyer un message à l'opérateur pour être sûr que vous utilisez au mieux vos moyens à disposition. Je te prends un exemple très concret. Si j'ai qu'une seule ambulance à disposition, je ne veux pas que l'IA se déclenche uniquement s'il y a une suspicion de quelque chose de grave. Je veux qu'elle soit quasi assuré de m'envoyer sur un cas grave parce que j'ai qu'un seul camion et que si je le déplace, si je l'utilise pour cette mission-là, il ne sera pas disponible pour une autre mission. Quand tu es à Paris, la plupart des interventions d'ailleurs se font par le SAMU. Il y a beaucoup plus d'interventions de sortie SAMU à Paris qu'ailleurs en France. Et donc, j'ai une flotte beaucoup plus disponible. Ce que je veux prioritairement à Paris, c'est de ne pas louper une situation potentiellement grave. Et donc, même si j'ai qu'une suspicion, c'est-à-dire que mon IA est réglée avec un niveau de sensibilité qui est, on va dire, inférieur à là où j'ai un seul camion, elle va permettre potentiellement d'aller détecter une situation qui sera certainement plus difficile
avoir par l'opérateur, parce que c'est un cas moins évident, entre guillemets, mais qui sera peut-être tout aussi dangereux. Donc en fait, on n'a pas les mêmes contraintes selon où on habite et selon les moyens de secours à disposition en temps réel. Et nous, ce qu'on fait avec les équipes médicales, c'est justement d'ajuster, entre guillemets, ces paramètres-là. En pratique, vous ne le savez pas, mais ce qu'on décrit, l'ajustement, venir être plus ou moins sensible, c'est quelque chose qui existe déjà dans la vraie vie. C'est une réalité, c'est pas une réalité de nos déserts médicaux, mais c'est une réalité de notre organisation des services de secours sur le territoire national. En fait, ce n'est pas une organisation nationale qui est partout pareil, c'est une organisation très territoriale qui dépend beaucoup des moyens, beaucoup de la combinaison entre les hôpitaux, les pompiers, la manière dont ça fonctionne, qui est disponible à combien de temps. Si vous êtes en pleine campagne, ce sera toujours plus long qu'il y ait une ambulance qui arrive chez vous que si vous êtes à Paris. Alors, je vais poser une question qu'à mon avis, beaucoup de monde va se poser. Côté législatif, on est en France. Après, vous avez une ambition qui est internationale aussi. Ouais. On a vu qu'il y a eu des problèmes dans des urgences et statistiquement, j'imagine que c'est très faible, avec un mauvais traitement du régulateur, des morts, etc. Et encore une fois, ça doit être très, très faible. Tu parlais tout à l'heure de validation scientifique. Comment on peut faire le parallèle entre ça et peut-être un médicament, à partir du moment où il est validé, il fait l'objet d'une publication, il peut être vendu, avec par exemple la voiture autonome, pareil, il y a des niveaux d'exigence qui sont importants. Est-ce que vous allez faire pour que un jour, si ça se met en place et qu'il y a un problème, il n'y ait pas une responsabilité qui incombe peut-être à celui qui a utilisé le dispositif, là où ça aurait sauvé 99% des vies et pas ce fameux 1%. Comment ça va se passer? Comment vous pouvez avancer par rapport à ce sujet qui me semble incroyablement compliqué dans ce monde si régulé, et notamment en France? Ouais, le monde est très régulé, mais après, il y a toujours quelque chose qui marche bien, c'est la preuve par l'exemple. Nous, aujourd'hui, on ne prétend pas être ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas un système qui vient décider, on n'est pas un système qui vient remplacer l'humain, on est un simple filet de sécurité pour un humain. C'est notre niveau de performance actuel et c'est ce qu'on explique aussi à nos clients. Donc on est là pour effectivement... dans les cas où l'opérateur est stressé, fatigué, en colère, ou que ça fait 12 heures qu'il prend des appels sans arrêt au téléphone et que du coup il est moins attentif pour X ou Y raison, on est là parce que la machine, elle, même après 12 heures de garde, elle est toujours fraîche et elle va toujours apporter une bonne information. Donc on se voit plutôt comme un filet de sécurité. Ça ne signifie pas que plus tard, on ne va pas aller vers des choses plus... automatisés et qui tomberont aussi dans tout un tas de réglementations, comme tu le dis. Si je devais reprendre ta comparaison avec le médicament, avant qu'il arrive sur le marché et soit prescrit par le docteur Pernet ou quelqu'un d'autre, il est d'abord testé et on sait que sur des souris, ça marche bien. Ensuite, il est testé auprès d'une cohorte. Ensuite, il y a tout un tas d'autorisations, etc. Mais c'est par étapes. Nous, on va avoir un raisonnement qui est aussi par étapes. C'est-à-dire qu'on est... si je prends la comparaison avec Tesla, on sait qu'à terme, dans pas si longtemps, il va y avoir le véhicule autonome. Mais avant ça, les fonctions d'aide à la conduite, elles existent déjà et elles sont commerciales. Nous, aujourd'hui, on est un filet de sécurité. Demain, on sera probablement un peu plus. Et puis après-demain, on verra ce qu'on sera, mais on n'est pas encore là. D'accord, ok, c'est bien. Il y a de l'ambition, mais ça va venir progressivement et c'est pas plus mal. C'est logique. Je vais poser des questions, peut-être Jean-Baptiste, là, juste en mode yes-no, tu peux rajouter une phrase, mais on va faire les questions rapides. La santé mondiale va basculer grâce à l'IA? Oui. Yes. Yes. La France peut devenir un leader mondial de la medtech? No. Est-ce qu'un médecin augmenté vaut 10 médecins seuls? Médecin augmenté, IA et compagnie. Yes, sometimes. Sometimes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de la spécialité et de l'augmentation. Mais par exemple, j'ai un bon ami qui gère une plateforme dans l'Utah où il centralise toutes les IRM de l'Utah, toutes les IRM cérébrales de l'Utah, où il fait passer de l'IA qui va détecter les 10% les plus à risque. Et ces 10% les plus à risque vont être amenés sur un neurochirurgien expert qui va déterminer si oui ou non il y a un AVC ischémique.
Et tous ces AVC ischémiques vont en temps réel être rapatriés dans un hôpital expert qui permet de les prendre en charge. Ce médecin, renforcé par l'IA, renforcé par la plateforme, renforcé par la structuration, lui, en fait, il est capable de gérer un état tout seul. Donc oui, il est 10 fois plus puissant qu'un médecin dans un établissement avec son IRM en astreinte qui va avoir 2 pauvres trucs à analyser dans la journée, dont 99% sont inutiles. Donc, ce n'est pas l'IA seule, c'est l'IA intégrée dans le monde réel, avec des infrastructures, avec une organisation humaine, qui va pouvoir permettre de venir prendre un mec très très compétent et de démultiplier sa force. C'est ça le truc. D'accord. Bon, tout ça, ça reste très technique et vraiment, c'est passionnant. Je vais... Désolé. Non, au contraire, c'est vraiment passionnant. Et là, comme on arrive à la fin, pour revenir un petit peu sur Terre, ceux qui nous écoutent, moi je suis assez passionné de cinéma. Et à chaque fois que j'ai un invité, j'essaie de voir à qui il me fait penser, à qui ils me font penser. Et là, pour ce qui vous concerne, je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est The Imitation Game. Donc c'est... pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un duo improbable avec 2 intelligences différentes mais complémentaires. Ils ont une mission impossible, une pression énorme, et puis l'idée folle de résoudre un problème que personne n'a jamais réussi à résoudre. Alors, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu là-dessus ? Et puis sinon, est-ce que vous avez un film chacun qui représente un petit peu votre vision de la vie personnelle, professionnelle ? Alors moi je n'ai pas vu le film, du coup je ne peux pas répondre à la première question, ce qui me donne bien sûr un passe-droit pour te donner 2 films au lieu d'un. Voilà pour la deuxième. Moi il y a 2 films que j'ai envie de citer là. Le premier qui est un film d'anticipation que je trouve un peu visionnaire, qui est Bienvenue à Gattaca, qui raconte l'histoire dans un futur proche où les humains sont finalement sélectionnés génétiquement à la naissance chez leurs parents pour être le meilleur d'eux-mêmes, et où un enfant normal, ce qui est devenu une catégorie de discrimination, c'est-à-dire qui est né d'un accouplement à l'ancienne, doit tenter de se faire une place dans un monde où le racisme est devenu science. Puisque quand tu n'as pas le bon patrimoine génétique, pourquoi on te laisserait essayer de devenir basketteur vu que tu seras nécessairement faible ? Et je pense que c'est un film qui interpelle beaucoup sur le fait que il y a des risques de glissement totalitaire en ce moment avec les évolutions de la technologie. Il y a des risques de glissement véritablement idéologique très profonds. Et il faut faire extrêmement attention. Non pas à l'outil, qui reste un outil, mais à la manière dont on s'en sert et à la manière dont, non pas on le régule, mais à la manière dont la société s'organise autour, en pouvoir et contre-pouvoir. Et le deuxième film, qui est un grand classique, qui est Forrest Gump, qui, pour moi, est une belle histoire de quelqu'un juste qui avance avec des rêves, des projets et beaucoup de simplicité. Et finalement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus pour que la vie avance. Et c'est peut-être le message que je voudrais laisser dans ton sur nos podcasts. Il faut dire oui à la vie. Il faut avancer avec ses moyens, même quand on est un peu con, même quand c'est difficile, même quand c'était pas gagné d'avance, parce qu'on finira toujours plus heureux. Magnifique. Et toi, Cédric ? Alors moi j'ai vu Imitation Game, j'aime beaucoup ce film. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Moi, alors je ne sais pas exactement pourquoi je vais te citer ça, mais je vais te citer ça. Moi j'ai beaucoup apprécié, non pas un film, mais la série Black Mirror. Alors les premières saisons, qui effectivement décrit un peu ce que disait Jean-Baptiste, c'est-à-dire un futur pas si loin, souvent, et dont on voit que la technologie mal utilisée peut aussi engendrer des dérives, qu'elles soient totalitaires ou sociétales ou autres. Pour autant, la morale que j'en retiens, c'est que ça sert à rien d'avoir peur de la technologie, quoi. Ceux qui ont peur de la technologie, qui sont technophobes et qui disent oh là là, l'IA c'est pas bien, j'aime pas l'IA. J'aime pas l'IA, pour moi c'est une phrase qui ne veut rien dire. Ils n'ont pas compris qu'on vivait dans un monde où c'était une donnée d'entrée, qu'il fallait plutôt s'adapter et voir comment bien l'utiliser, s'en servir à titre personnel ou à titre professionnel. Et donc, voilà, mon message est plutôt, ça sert à rien d'avoir peur de la technologie, c'est plutôt essayons d'influencer la technologie pour qu'elle soit utilisée à de bonnes fins et qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, quoi. Ouais, c'est vraiment le sujet du moment, encore plus aujourd'hui. Et pour terminer, ma question rituelle finale, si vous deviez résumer, pas être facile, en général elle est compliquée, votre trajectoire, alors ça peut être votre enfance, votre rencontre, la séparation, la naissance donc d'Essentia, à un seul yes ou no qui a
tout changé pour vous, un seul chacun, lequel ce serait? La naissance de mon fils. C'est le grand oui à la vie qui a tout défini et qui est ma plus belle réussite. Il y a tout défini ou redéfini chez toi, d'ailleurs, je dirais. Peut-être. Oui. Et toi, Cédric? Ouais, c'est de la triche, je suis obligé de répondre à la naissance de ma fille. Il faut toujours parler en premier, tu vois. Ah ouais, pour ça c'est que- clair. Non, mais on va faire le complément. Évidemment, à titre personnel, c'est la naissance de ma fille. À titre professionnel, j'ai espoir que ce soit le yes de notre association. Mais bon, ça, l'histoire le dira, mais on va travailler avec beaucoup de talent et on espère un peu de chance pour y arriver. Et c'est un espoir qu'on partage, bien sûr. Eh ben, magnifique. Alors, je vous dis merci à tous les deux. Merci Jean-Baptiste. Merci Cédric. Et à vous qui écoutez, rappelez-vous qu'un simple yes ou no peut permettre d'ouvrir des portes qu'on pensait fermées. Et la prochaine question qu'il y aura simplement à se poser quand un problème arrive ou une situation diverse et variée, c'est est-ce qu'on y va, yes ou no? Merci à tous les deux. Gilles. Merci, Gilles. Merci. Merci de l'invitation. Merci d'avoir écouté l'émission. Alors, vous pouvez nous retrouver maintenant sur tous les réseaux. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez même nous proposer des personnes que vous connaissez ou que vous aimeriez entendre avec plaisir. À partir du moment où elles ont quelque chose à raconter, quelque chose à partager et que ça apportera quelque chose aux auditeurs, on est bien entendu preneur.